Un millionnaire a un accident et devient complètement dépendant. Désespéré, il engage une jeune femme pauvre pour l'aider à prendre son bain. Elle entre dans la salle de bain et le silence se transforme en tension dans l'air. Mais ce qui se passe à l'intérieur choquera même les plus sceptiques. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Les cristaux du lustre tintaient doucement au son de la musique d'ambiance, tandis que des coupes de champagne circulaient parmi les invités élégamment vêtus. Richard Mercier ajusta sa cravate en soie italienne, un geste automatique qui avait depuis longtemps perdu son sens. Son reflet dans le miroir doré du salon principal montrait l'image impeccable du PDG de Mercier Technologies, mais ses yeux bruns trahissaient une inquiétude que même son sourire répété ne parvenait pas à masquer. La cérémonie de remise des prix des entreprises les plus innovantes de l'année battait son plein. Son entreprise, une fois de plus, occupait la première place du classement. Hélène Thibault, son associée, prononçait le discours de remerciement avec son aisance habituelle, tandis qu'il restait quelques pas en arrière, comme une statue, bien habillée. « Et nous devons tout ce succès à la vision extraordinaire de Richard Mercier », annonça Hélène, se tournant vers lui avec un sourire calculé. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais pour Richard, ils sonnaient comme un bourdonnement lointain et étouffant. L'air commença à manquer. Les murs du luxueux hôtel semblaient se comprimer autour de lui. Les sourires, les félicitations, les tapes dans le dos, tout se transforma en un brouillard de fausseté qui l'engloutissait. Sans réfléchir à deux fois, Richard traversa la salle en direction de la sortie, ignorant les regards surpris et les appels d'Hélène. La nuit parisienne l'accueillit avec une brise fraîche. Sa Porsche l'attendait à la place réservée, mais quelque chose l'empêchait de monter dans la voiture. Ses pieds commencèrent à le porter le long du trottoir, d'abord à pas lents, puis d'une marche décidée. Les rues familières du centre financier furent laissées derrière, cédant la place à des quartiers plus anciens, avec leurs maisons à l'architecture préservée et leurs arbres centenaires. Tout en marchant, les souvenirs qu'il s'était tant efforcé d'enterrer commencèrent à émerger. L'odeur du petit déjeuner préparé par sa mère, les rires des jeux avec les amis de la rue, le grincement du portail en fer qui annonçait l'arrivée de son père après une journée de travail. Des souvenirs d'une époque où le succès ne se mesurait pas par des chiffres sur un tableur. Sans s'en rendre compte, ses pas le menèrent jusqu'à la rue des Acacias, numéro 237. La maison de son enfance était toujours là, avec sa façade, bleu décoloré et le petit jardin où sa mère cultivait des roses. La propriété était à vendre, une pancarte discrète fixée sur le muret bas. Richard s'assit sur le bord du trottoir, se permettant pour la première fois depuis des années de ressentir le poids de tous les choix qu'il avait éloignés de cet endroit. Le son d'une musique douce venait d'une des maisons voisines, se mêlant au bruit distant de la circulation. Une femme assise sur un carton sur le trottoir d'en face l'observait avec curiosité. Ses yeux, malgré sa situation apparente de sans-abri, transmettaient une sérénité qui l'intriguait. C'est alors que les phares d'un camion illuminèrent la rue. Le logo de Mercier Technologies brillait sur le côté du véhicule qui s'approchait à grande vitesse. Richard réalisa trop tard que le conducteur avait perdu le contrôle. L'impact fut inévitable. La dernière chose que ses yeux enregistrèrent, avant que tout ne s'assombrisse, fut la femme du trottoir courant dans sa direction, ses lèvres formant un cri silencieux. Et curieusement, un petit papillon bleu qui passa en volant, sa silhouette se découpant sur le ciel nocturne de Paris. Le destin, parfois, choisit les moments les plus improbables pour changer le cours d'une vie. Pour Richard Mercier, il a fallu un effondrement complet, émotionnel et physique, pour qu'il puisse enfin voir au-delà des murs de verre et d'acier qu'il avait construits autour de lui. Mais ce n'était que la première page d'une histoire qui était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le réveil fut graduel, comme émergé d'un rêve dense et confus. Les sons vinrent d'abord, le bip rythmé des moniteurs, des conversations étouffées dans le couloir, le murmure de la climatisation. Richard ouvrit les yeux lentement, s'adaptant à la douce lumière qui entrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital. Hélène était assise dans un fauteuil près de lui, tapant furieusement sur sa tablette.
En s'apercevant qu'il s'était réveillé, elle s'approcha avec une expression qui mêlait soulagement et inquiétude. « Enfin, Richard, tu nous as fait une belle frayeur. » Il essaya de bouger, mais son corps ne répondait pas comme prévu. Panas. Sensation étrange, comme s'il était déconnecté de ses propres jambes, le fit froncer les sourcils. Que s'est-il passé? Sa voix sortit rauque, presque méconnaissable. Tu as eu un accident, un de nos camions. Hélène hésita, ajustant nerveusement son blazer impeccable. Mais ne t'inquiète pas, tout est déjà sous contrôle. La presse n'est au courant de rien, et nous allons maintenir les choses ainsi. Richard entendait à peine les mots de son associé. Son attention était focalisée sur l'impossibilité de bouger ses jambes, une prise de conscience qui commençait à se former dans son esprit, glacée et effrayante. Un médecin entra dans la chambre, interrompant ses pensées. « Monsieur Mercier, je suis le docteur Pierre Rivière. Vous avez subi une lésion médulaire grave. Nous avons pratiqué une chirurgie d'urgence, mais... » Le médecin fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Il y a des dommages permanents qui vont exiger un long processus de rééducation. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac profond, créant des ondes qui résonnaient dans tout son être. Hélène commença immédiatement à parler de spécialistes internationaux et de traitements expérimentaux. Mais Richard ne l'écoutait plus. Ses yeux avaient retrouvé, à travers la fenêtre, un petit papillon bleu posé sur le rebord. « Où est la femme ?» demanda-t-il soudainement, interrompant le monologue d'Hélène. « Quelle femme ?» répondit-elle confuse. « La femme qui m'a aidé, elle était dans la rue. »« Ah oui, une sans-abri qui a appelé l'ambulance. »« Ne t'inquiète pas, elle a été récompensée comme il se doit, » répondit Hélène avec un geste désinvolte. À ce moment, une infirmière entra dans la chambre en poussant un fauteuil roulant. « C'est l'heure de votre première séance de kinésithérapie, monsieur Mercier. » L'objet métallique brillait sous la lumière du soleil, comme un trône indésirable qui ferait désormais partie de sa vie. Avec l'aide des professionnels, Richard fut transféré dans le fauteuil. Le processus était humiliant et douloureux, pas seulement physiquement. Chaque mouvement était un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Tandis qu'il était conduit dans les couloirs de l'hôpital, il observait son reflet déformé dans les surfaces réfléchissantes. Non plus le PDG intouchable, mais un homme brisé, vulnérable, humain. La salle de kinésithérapie était vaste et lumineuse. Divers équipements occupèrent l'espace et d'autres personnes effectuaient leurs exercices avec différents degrés de difficulté. C'est alors qu'il la vit pour la première fois, Béatrice Sylvain, sa kinésithérapeute, une femme d'environ 35 ans, aux yeux doux et au maintien ferme. « Bienvenue, Richard », dit-elle avec un sourire serein sans montrer le moindre signe d'intimidation face à son statut. « Commençons notre voyage ensemble, voulez-vous » À côté d'elle, une petite fille dessinait, concentrée à une table dans un coin de la salle. Ses traits étaient délicats et précis, et il n'était pas difficile de percevoir qu'il y avait quelque chose de spécial dans son regard focalisé et ses mouvements méthodiques. « Ma fille Sophie » présenta Béatrice, remarquant l'intérêt de Richard. La fillette leva brièvement les yeux de son dessin, offrant un petit sourire avant de retourner à son art. Sur le papier, une séquence de papillons bleus prenait forme, leurs ailes peintes avec un soin extraordinaire. Richard ressentit quelque chose d'inexplicable à ce moment-là, comme si ces papillons renfermaient une signification qu'il ne pouvait pas encore comprendre. C'était le début d'une transformation qui irait bien au-delà de la récupération physique, mais il ne le savait pas encore. Pour l'instant, il n'était qu'un homme essayant de trouver la force d'affronter le premier jour du reste de sa vie. Les semaines s'écoulaient au centre de rééducation avec une lenteur torturante. Richard observait chaque minute passée sur l'horloge murale, tandis que son corps luttait contre des limitations qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Les séances avec Béatrice étaient intenses, non seulement par l'effort physique, mais surtout par le combat intérieur qu'il menait contre lui-même. « Vous devez faire confiance au processus », répétait Béatrice avec patience, tout en l'aidant dans ses exercices. « Votre corps est en train d'apprendre une nouvelle façon d'exister. » Richard, cependant, restait enfermé dans sa forteresse de silence. Les seules personnes avec qui il interagissait étaient Béatrice et, occasionnellement, Sophie, qui continuait à apparaître dans la salle de kinésithérapie avec ses dessins énigmatiques.
Hélène rendait visite sporadiquement, toujours avec des rapports de l'entreprise et des nouvelles sur la façon dont elle maintenait son absence, loin des projecteurs. Un après-midi particulièrement difficile, après une séance épuisante, Richard resta dans la salle de kinésithérapie au-delà de l'horaire habituel. Sophie était à sa place habituelle, concentrée sur un autre de ses dessins. Sans qu'il s'en aperçoive, la fillette s'approcha de son fauteuil roulant. « Tu les vois aussi ?» demanda Sophie, sa voix douce et mélodieuse. « Voir quoi ?» répondit Richard, surpris par l'initiative de la petite fille qui parlait rarement. « Les papillons bleus, ils apparaissent quand quelqu'un va changer, » expliqua-t-elle, lui tendant son dessin le plus récent. On y voyait une silhouette dans un fauteuil roulant, entourée de papillons bleus en plein vol. Quelque chose dans la simplicité de cette conversation toucha Richard profondément. C'était la première fois depuis l'accident que quelqu'un s'adressait à lui sans pitié ni attente professionnelle. Sophie le voyait simplement comme il était à ce moment-là. Béatrice, qui observait la scène discrètement, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Sophie a une façon spéciale de percevoir les gens », expliqua-t-elle. « Elle est dans le spectre autistique, mais je préfère dire qu'elle est dans le spectre de la sensibilité. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Richard se surprit à penser à la conversation avec Sophie. Il se souvint du papillon bleu qu'il avait vu juste avant l'accident et un frisson parcourut son dos. Pour la première fois, il se permit de se demander s'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ce qu'il vivait. Le lendemain matin, quand Béatrice arriva pour la séance, elle trouva Richard déjà positionné près des équipements, une nouvelle détermination dans son regard. « Apprenez-moi, dit-il simplement. Apprenez-moi à vivre de cette nouvelle façon. » Béatrice sourit, reconnaissant dans ces mots le premier signe réel d'ouverture. « Commençons par quelque chose de différent aujourd'hui, » proposa-t-elle, guidant son fauteuil jusqu'à une table avec de l'argile. « Parfois, nous devons créer quelque chose de nouveau de nos propres mains, pour nous rappeler de ce dont nous sommes capables. » Pendant qu'il travaillait avec l'argile, Sophie s'approcha à nouveau, cette fois apportant ses couleurs. Les trois passèrent la matinée à modeler et peindre, créant des formes qui peu à peu prenaient vie. Richard se découvrit en train de sourire, un geste qu'il semblait avoir oublié depuis des semaines. « Vous savez, » commenta Béatrice, tout en se nettoyant les mains, « la transformation la plus difficile n'est pas celle du corps, c'est celle de l'âme. » Richard acquiesça, comprenant pour la première fois le véritable sens de ces mots. Cette nuit-là, avant de s'endormir, il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et prit le dessin que Sophie lui avait donné. Les papillons bleus semblaient danser sur le papier, comme s'ils gardaient un secret qui commençait peu à peu à se révéler. Dans le couloir, invisible à travers la porte fermée, un véritable papillon bleu se posa doucement sur le chambranle, ses ailes brillant sous la lumière nocturne de l'hôpital. C'était comme si l'univers conspirait silencieusement, tissant les fils d'une histoire qui commençait à peine à se dérouler. Les semaines s'écoulaient au centre de rééducation avec une lenteur torturante. Richard observait chaque minute passer sur l'horloge murale, tandis que son corps luttait contre des limitations qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Les séances avec Béatrice étaient intenses, non seulement par l'effort physique, mais surtout par le combat intérieur qu'il menait contre lui-même. « Vous devez faire confiance au processus », répétait Béatrice avec patience, tout en l'aidant dans ses exercices. « Votre corps est en train d'apprendre une nouvelle façon d'exister. » Richard, cependant, restait enfermé dans sa forteresse de silence. Les seules personnes avec qui il interagissait étaient Béatrice et, occasionnellement, Sophie, qui continuait à apparaître dans la salle de kinésithérapie avec ses dessins énigmatiques. Hélène rendait visite sporadiquement, toujours avec des rapports de l'entreprise et des nouvelles sur la façon dont elle maintenait son absence loin des projecteurs. Un après-midi particulièrement difficile, après une séance épuisante, Richard resta dans la salle de kinésithérapie au-delà de l'horaire habituel. Sophie était à sa place habituelle, concentrée sur un autre de ses dessins. Sans qu'il s'en aperçoive, la fillette s'approcha de son fauteuil roulant. « Tu les vois aussi ?» demanda Sophie, sa voix douce et mélodieuse. « Voir quoi ?» répondit Richard, surpris par l'initiative de la petite fille qui parlait rarement. « Les papillons bleus, ils apparaissent quand quelqu'un va changer, » expliqua-t-elle, lui tendant son dessin le plus récent. On y voyait une silhouette dans
un fauteuil roulant entouré de papillons bleus en plein vol. Quelque chose dans la simplicité de cette conversation toucha Richard profondément. C'était la première fois, depuis l'accident, que quelqu'un s'adressait à lui sans pitié ni attente professionnelle. Sophie le voyait simplement comme il était à ce moment-là. Béatrice, qui observait la scène discrètement, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Sophie a une façon spéciale de percevoir les gens », expliqua-t-elle. « Elle est dans le spectre autistique, mais je préfère dire qu'elle est dans le spectre de la sensibilité. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Richard se surprit à penser à la conversation avec Sophie. Il se souvint du papillon bleu qu'il avait vu juste avant l'accident et un frisson parcourut son dos. Pour la première fois, il se permit de se demander s'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ce qu'il vivait. Le lendemain matin, quand Béatrice arriva pour la séance, elle trouva Richard déjà positionné près des équipements. Une nouvelle détermination dans son regard. « Apprenez-moi, dit-il simplement, apprenez-moi à vivre de cette nouvelle façon. » Béatrice sourit, reconnaissant dans ces mots le premier signe réel d'ouverture. « Commençons par quelque chose de différent aujourd'hui, » proposa-t-elle, guidant son fauteuil jusqu'à une table avec de l'argile. Parfois, nous devons créer quelque chose de nouveau de nos propres mains pour nous rappeler de ce dont nous sommes capables. Pendant qu'il travaillait avec l'argile, Sophie s'approcha à nouveau, cette fois apportant ses couleurs. Les trois passèrent la matinée à modeler et peindre, créant des formes qui peu à peu prenaient vie. Richard se découvrit en train de sourire, un geste qu'il semblait avoir oublié depuis des semaines. « Vous savez, » commenta Béatrice tout en se nettoyant, « les mains, la transformation la plus difficile n'est pas celle du corps, c'est celle de l'âme. » Richard acquiesça, comprenant pour la première fois le véritable sens de ces mots. Cette nuit-là, avant de s'endormir, il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et prit le dessin que Sophie lui avait donné. Les papillons bleus semblaient danser sur le papier, comme s'ils gardaient un secret qui commençait peu à peu à se révéler. Dans le couloir, invisible à travers la porte fermée, un véritable papillon bleu se posa doucement sur le chambranle, ses ailes brillant sous la lumière nocturne de l'hôpital. C'était comme si l'univers conspirait silencieusement, tissant les fils d'une histoire qui commençait à peine à se dérouler. L'automne arriva, apportant un doux changement dans la température et les couleurs de la ville. Richard en était à son 3e mois de rééducation et les progrès, bien que lents, commençaient à devenir visibles. Sa relation avec Béatrice et Sophie évoluait également, se transformant en quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, mais qui réchauffait son cœur d'une façon depuis longtemps oubliée. Pendant une séance particulièrement difficile, alors qu'il essayait de renforcer les muscles de ses bras, Richard remarqua que Sophie était particulièrement agitée. La fillette se balançait légèrement sur sa chaise, un comportement que Béatrice avait expliqué comme étant courant lorsqu'elle traitait des émotions intenses. « Sophie a eu une journée difficile à l'école aujourd'hui », commenta Béatrice, à voix basse, tout en ajustant les équipements. « Certains enfants ne comprennent pas toujours que être différent ne signifie pas être moins. » Richard interrompit ses exercices, observant la fillette avec une attention renouvelée. « Puis-je faire une pause ?» demanda-t-il à Béatrice qui acquiesça avec un sourire compréhensif. Il manœuvra son fauteuil jusqu'à la table où Sophie dessinait, se positionnant à côté d'elle. « Tu sais, Sophie, quand j'étais enfant, je me sentais aussi différent parfois, » commença-t-il, sa voix douce et gentille. La fillette continua à dessiner, mais son balancement diminua légèrement, indiquant qu'elle écoutait. « J'étais le garçon qui préférait lire plutôt que jouer au football, qui rêvait de machines et d'inventions pendant que les autres voulaient être footballeurs, poursuivit-il. Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais changer pour m'intégrer. J'ai tellement changé que je me suis perdu moi-même. » Sophie arrêta de dessiner, ses yeux rencontrant ceux de Richard pour la première fois ce jour-là. « Les papillons savent qui tu es vraiment, » dit-elle avec une conviction surprenante. Béatrice, qui observait la scène discrètement, sentit ses yeux s'embuer. Il était rare de voir sa fille se connecter si profondément avec quelqu'un en dehors de son petit cercle de confiance. « Alors dis-moi, Sophie, qui penses-tu que je suis vraiment ?» demanda Richard, véritablement curieux. La fillette prit une nouvelle feuille et commença à dessiner rapidement. Quelques minutes plus tard, elle remit à Richard un dessin où une silhouette en fauteuil roulant apparaissait entourée d'enfants.
tous avec des ailes de papillon. Au centre du dessin, les mots « professeur de vol » étaient écrits en lettres d'enfant. Richard sentit quelque chose se briser en lui, pas de façon douloureuse, mais comme si un mur invisible s'effondrait enfin. Des larmes, qu'il retenait, depuis des années, commencèrent à couler sur son visage. Béatrice s'approcha, posant une main douce sur son épaule. « Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver vraiment, » dit-elle. Doucement. Cette nuit-là, dans son appartement adapté, Richard n'arrivait pas à dormir. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit. « Professeur de vol ». C'était un titre si éloigné de PDG, entrepreneur de l'année ou tout autre. Désignation qu'il avait reçue, mais d'une certaine façon, il semblait plus vrai que tous les autres. Assis près de la fenêtre, il observait les lumières de la ville quand son téléphone sonna. C'était Hélène, avec une nouvelle mise à jour sur l'entreprise. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans sa perspective. Tout en écoutant les chiffres et les statistiques, une idée commençait à prendre forme dans son esprit. « Hélène, » interrompit-il, « j'ai besoin que tu recherches quelque chose pour moi. Je veux tout savoir sur la technologie d'assistance et l'éducation inclusive. » « Quoi ? Richard, tu dois te concentrer sur ta récupération et ton retour à l'entreprise. » Répondit Hélène, confuse. « Exactement, dit-il, un sourire se formant sur ses lèvres. Et c'est ce que je fais. Seulement le retour sera peut-être différent de ce que nous imaginions. » Après avoir raccroché, Richard prit un carnet et commença à écrire. Les idées coulaient comme une rivière, longtemps retenue. Dans le coin supérieur de la page, il dessina un petit papillon bleu. Pas aussi parfait que ceux de Sophie, mais chargé de signification. L'annonce tomba comme une bombe à la réunion du conseil d'administration. Richard, par le biais d'une vidéoconférence, venait de communiquer sa décision de vendre son appartement en attique et d'utiliser une partie de ses actions dans l'entreprise pour financer un projet social. Hélène, qui jusqu'alors maintenait une posture contrôlée, ne put dissimuler son malaise. « Richard, tu ne penses pas clairement, » argumenta-t-elle, ajustant nerveusement ses lunettes de marque. « Cette phase difficile va passer et tu regretteras les décisions prises dans le feu de l'action. » Mais il y avait une sérénité différente sur le visage de Richard, visible même à travers l'écran de l'ordinateur. Pour la première fois, « Depuis longtemps, Hélène, je pense avec une clarté absolue, » répondit-il, sa voix ferme et tranquille. Dans les semaines qui suivirent, le déménagement vers une maison de plain-pied dans le quartier de Neuilly provoqua des rumeurs dans la haute société parisienne. La propriété, bien que confortable, était incomparablement plus modeste que son ancien attique. Richard supervisait personnellement les adaptations nécessaires, transformant l'espace en quelque chose d'accueillant et accessible. Au cours de ce processus, il découvrit une vieille photographie tombée derrière l'un des meubles de la maison. L'image montrait une famille souriante devant un camion de déménagement, le même type de camion qui l'avait percuté cette nuit fatidique. Intrigué, il garda la photo pour l'examiner ultérieurement. Un après-midi particulièrement chargé d'adaptation dans la maison, Béatrice arriva pour une visite non programmée. Sophie l'accompagnait, portant son inséparable dossier de dessin. La fillette fut immédiatement charmée par le jardin arrière, où plusieurs plantes avaient de besoin de soins. « Désolée d'apparaître sans prévenir », commença Béatrice, tout en observant Sophie explorer l'espace vert. Mais Sophie n'arrêtait pas de parler de venir voir ta nouvelle maison. Elle a dit que les papillons l'appelaient. Richard sourit, déjà habitué aux perceptions uniques de la fillette. « Vous arrivez au moment parfait. J'essaie de décider quoi faire de ce jardin. » Sophie, qui était accroupie près d'un parterre abandonné, éleva la voix. « Ça pourrait être un endroit pour que les gens apprennent à voler à nouveau. » Béatrice et Richard échangèrent des regards significatifs. « Tu sais, comment ça ?» Béatrice, hésitante, « Il existe une thérapie appelée horticulture. Travailler avec les plantes peut être incroyablement réparateur pour les personnes en convalescence. » L'esprit de Richard commença à travailler rapidement. Le jardin était assez spacieux pour créer différents environnements. Il pourrait y avoir une zone pour la thérapie, une autre pour la convivialité, peut-être même un espace pour des ateliers en plein air. « Sophie, » appela-t-il, « voudrais-tu m'aider à dessiner ce que ce jardin pourrait devenir ?» Les yeux de la fillette brillèrent à cette proposition. Elle ouvrit rapidement son dossier, étalant des papiers sur une table de jardin proche.
Ensemble, ils commencèrent à rêver de ce que cet espace pourrait devenir. Pendant qu'ils travaillaient sur les dessins, Béatrice observait l'interaction avec des yeux embués. Il était rare de voir sa fille si à l'aise avec quelqu'un, partageant librement ses pensées et ses idées. Il se passait quelque chose de spécial là, quelque chose qui allait au-delà d'un simple projet de jardin. En fin d'après-midi, lorsque Béatrice et Sophie s'apprêtaient à partir, la fillette remit à Richard son dessin final. Un espace plein de vie, avec des personnes en fauteuil roulant prenant soin des plantes, des enfants jouant et bien sûr, des papillons bleus volant partout. « Je vais l'appeler le jardin des papillons », déclara Sophie avec conviction. Ce soir-là, après leur départ, Richard resta dans le jardin, observant le crépuscule. La brise légère faisait bouger les feuilles des arbres, créant des ombres dansantes sur le sol. Dans son esprit, le projet qu'il envisageait commençait à prendre une forme plus concrète. Il prit sa tablette et commença à rechercher des centres de réadaptation innovants à travers le monde. Il voulait créer quelque chose de différent, un lieu qui n'aiderait pas seulement les gens à se rétablir, mais qui les aiderait à redécouvrir leurs propres forces. La photographie trouvée derrière le meuble ne quittait pas l'esprit de Richard. Après quelques recherches et appels téléphoniques, il découvrit que la maison avait appartenu à la famille Olivier. Le nom le conduisit à une révélation surprenante. Le conducteur du camion qui l'avait percuté était Charles Olivier, l'oncle de Béatrice. Cette découverte le laissa abasourdi. Pendant des jours, il lutta intérieurement sur la façon d'aborder le sujet. C'est par un après-midi tranquille, alors qu'il supervisait les travaux dans le jardin, que Béatrice arriva pour l'une de ses visites régulières. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Il montra la photographie à Béatrice, qui pâlit en reconnaissant les personnes sur l'image. « Mon oncle Charles », murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes. « Il n'a plus été le même depuis l'accident. En fait, ce jour-là, il a essayé », compléta Richard doucement, comprenant la dimension de la situation. Béatrice hocha la tête, incapable de prononcer les mots. « Tu savais depuis le début qui j'étais ?» demanda Richard, sans accusation dans la voix, juste de la curiosité. « Oui, admit Béatrice, mais tu avais besoin d'une kinésithérapeute, pas de quelqu'un qui te jugeait ou qui s'excusait. Et avec le temps, eh bien, tu es devenu beaucoup plus qu'un patient pour nous. » Le silence qui suivit fut rempli par le son des outils des travailleurs dans le jardin et par le chant des oiseaux. Sophie, qui jouait près de là avec ses peintures, s'approcha silencieusement, sentant l'énergie émotionnelle du moment. « Les papillons le savaient, » dit-elle simplement, regardant d'un adulte à l'autre. « Ils savent toujours quand les gens ont besoin de se rencontrer. » Richard sourit, percevant la profonde sagesse dans les paroles apparemment simples de la fillette. « Tu as raison, Sophie, et je crois que je sais exactement ce que nous devons faire maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Richard organisa une rencontre avec Charles Olivier. L'homme arriva au jardin un dimanche matin, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait son chapeau usé. Ses yeux évitèrent de rencontrer ceux de Richard. « Monsieur Mercier, commença-t-il, mais Richard l'interrompit gentiment. « Charles, aimes-tu les jardins ?» demanda-t-il, surprenant l'homme avec cette question inattendue. « Oui, j'ai toujours aimé ça. En fait, avant d'être chauffeur, Charles hésita. « Était paysagiste », compléta Richard, ayant fait ses recherches. « Et c'est pourquoi je veux te faire une proposition. Ce jardin a besoin de quelqu'un qui comprend non seulement les plantes, mais aussi la guérison. Quelqu'un qui sait que parfois nous avons besoin de tomber pour apprendre à nous relever. » Charles regarda autour de lui, remarquant pour la première fois les parterres en construction, les zones délimitées pour différentes activités thérapeutiques. Ses yeux brillèrent d'un intérêt qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. « Mais après ce qui s'est passé, comment pouvez-vous me faire confiance ?» demanda-t-il, sa voix étranglée. « Parce que nous méritons tous une seconde chance », répondit Richard tendant la main. « Et parce que parfois les accidents du destin sont en réalité des rencontres prédestinées. » Sophie, qui observait la scène de son coin habituel, se leva et marcha vers eux, portant l'un de ses dessins. Dessus, 2 papillons bleus volaient en spirale, leurs ailes se touchant légèrement au centre de la page. « Parfois, on a besoin de se casser pour apprendre à voler à nouveau, » dit-elle, remettant le dessin à Charles, qui le reçut d'une main tremblante.
À ce moment, une brise légère traversa le jardin, portant des pétales et des promesses de renouveau. Le centre d'inclusion et de technologie d'assistance commençait à prendre non seulement une forme physique, mais aussi son âme. Les travaux du centre avançaient rapidement, transformant la propriété en un espace accueillant et fonctionnel. Le jardin, sous les soins dévoués de Charles, fleurissait de manière surprenante. Des parterres thérapeutiques prenaient forme, créant différents environnements sensoriels que Sophie adorait explorer. Cependant, la première présentation, publique, du projet ne se déroula pas comme prévu. Lors d'un événement destiné aux partenaires potentiels et aux familles, Sophie devait faire une petite présentation sur sa vision du jardin thérapeutique. La fillette avait répété pendant des jours, surmontant sa timidité naturelle par l'enthousiasme de partager ses rêves pour cet espace. L'auditorium improvisé était rempli avec des représentants de diverses institutions et des familles intéressées par le projet. Sophie monta sur la petite scène, ses mains serrant fermement son dossier de dessin. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, une voix stridente retentit dans l'assistance. « Regardez, la bizarre va parler », se moqua un garçon au premier rang, fils de l'un des investisseurs présents. Des rires nerveux résonnèrent dans la salle. Le visage de Sophie pâlit. Ses yeux cherchèrent désespérément sa mère dans l'assistance, tandis que ses mains commençaient à trembler. Béatrice fit mine de se lever, mais Richard fut plus rapide. Avec des mouvements précis dans son fauteuil roulant, il se positionna à côté de Sophie sur la scène. « Vous savez, » commença-t-il, sa voix calme mais ferme remplissant l'espace, « quand j'étais le puissant PDG de Mercier Technologies, je pensais tout savoir sur l'innovation. Mais il a fallu qu'une fillette spéciale m'apprenne que les plus grandes inventions naissent lorsque nous apprenons à voir le monde avec d'autres yeux. » Sophie, encore légèrement tremblante, trouva la force d'ouvrir son dossier. Richard poursuivit. « Chaque dessin ici raconte une histoire de transformation. Chaque papillon bleu représente quelqu'un qui a découvert sa propre force. » La fillette commença à exposer ses dessins sur un chevalet proche, ses mains encore qu'instables, mais ses mouvements gagnant progressivement en assurance. Les images parlèrent d'elles-mêmes. Des personnes en fauteuil roulant prenant soin de plantes, des enfants avec différentes capacités jouant ensemble, des papillons bleus reliant tout le monde dans une danse harmonieuse. Le centre d'inclusion n'est pas seulement un projet de réadaptation, poursuivit Richard, observant comment l'audience prêtait maintenant une attention totale. C'est un lieu où nos différences ne sont pas des obstacles, mais plutôt les ailes mêmes qui nous permettent de voler. Le silence qui suivit fut rompu par un applaudissement spontané. Le garçon qui s'était moqué se recroquevilla sur sa chaise tandis que son père l'observait avec une expression sévère. Mais ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Sophie, retrouvant sa voix, pointa vers son dessin le plus récent, une représentation du jardin vu d'en haut, où les parterres formèrent le contour d'un énorme papillon. « Les papillons, dit-elle, sa voix douce mais claire, ne jugent pas les autres papillons parce qu'ils volent différemment. » L'impact de ces paroles fut immédiat. Plusieurs personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. Une dame âgée en fauteuil roulant s'approcha de la scène, prit l'un des dessins de Sophie et déclara qu'elle aimerait être la première volontaire du projet. Cependant, après l'événement, Sophie entra dans une période de mutisme sélectif. Le traumatisme de l'expérience l'affecta profondément et elle commença à ne communiquer qu'à travers ses dessins. Béatrice était dévastée, se blâmant d'avoir exposé sa fille à une situation aussi stressante. Richard, observant la souffrance des deux, commença à développer une idée. Dans son bureau, entre projets architecturaux et tableaux financiers, un nouveau concept commençait à prendre forme. Un système de communication basé sur l'art et les symboles qui permettrait aux personnes ayant différentes formes d'expression de se connecter. Le soir, alors que le centre se faisait silencieux, il restait dans son bureau, travaillant sans relâche. Sur le mur, les dessins de Sophie formaient une mosaïque inspirante, lui rappelant constamment le véritable objectif de tout cela. Sur sa table, un unique papillon bleu posé sur une feuille semblait observer son travail comme un gardien silencieux des transformations encore à venir. Le système de communication développé par Richard commença comme une série de cartes colorées avec des symboles inspirés des dessins de Sophie. Chaque symbole représentait une émotion, un besoin ou une pensée.
Les papillons bleus, naturellement, devinrent le symbole central du projet représentant la transformation et l'espoir. Après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau adapté, Richard reçut une visite inattendue. Hélène Thibault entra sans être annoncée, le bruit de ses talons hauts résonnant sur le parquet. Elle portait un épais dossier de documents et arborait une expression préoccupée. « Richard, nous devons parler », commença-t-elle, s'asseyant, sans attendre d'invitation. « Les actionnaires sont inquiets. Tes derniers mouvements financiers, ce changement d'orientation, cela affecte la confiance du marché. » Avant que Richard ne puisse te répondre, un léger bruit attira l'attention des deux. Sophie se tenait à la porte tenant l'une de ses cartes de communication. Dessus, un papillon bleu portait une clé dorée. « Entre, Sophie », invita doucement Richard. La fillette s'approcha, plaçant d'autres cartes sur la table. Hélène observait la scène avec un mélange de confusion et d'impatience. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, prenant l'une des cartes. « Ceci, Hélène, c'est l'avenir », répondit Richard, une lueur déterminée dans les yeux. « Un système de communication qui permet aux personnes ayant différentes formes d'expression de se connecter. Sophie nous a aidés à le développer. » La fillette commença à arranger les cartes dans une séquence spécifique. La première montrait une chrysalide fermée, la seconde une chrysalide s'ouvrant et la troisième un papillon en plein vol. Sous chaque image, des mots simples complétèrent le message « peur, courage, liberté ». Hélène se surprit à observer la séquence avec un intérêt involontaire. « C'est intéressant », admit-elle à contre-cœur, « mais comment cela se traduit-il en valeur pour l'entreprise ?»« Valeur ?» Richard sourit. « Hélène, que vois-tu quand tu regardes ces cartes ?»« Des Truskosindich, dessins d'enfants, » répondit-elle promptement. « Moi, je vois des ponts, » poursuivit Richard. « Des ponts entre des mondes qui semblaient impossibles à connecter. Et si nous pouvions adapter ce système pour les entreprises ? Imagine l'impact sur la communication d'entreprise, sur l'inclusion de professionnels neuroatypiques. » Sophie, silencieusement, plaça une nouvelle carte sur la table. Dessus, un papillon bleu portait une pièce d'or. Hélène ne put contenir un sourire. « Elle est intelligente, » commenta-t-elle, commençant à voir le potentiel du projet. « Elle est brillante, » corrigea Richard avec affection, « et elle nous apprend une nouvelle façon de voir le monde. » Ce moment, Béatrice apparut à la porte, surprise de trouver sa fille là. Mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, Sophie fit quelque chose d'extraordinaire. Elle prit une carte vierge et, pour la première fois depuis des semaines, commença à dessiner là, devant tout le monde. Le dessin montrait 4 figures. Une femme en tenue d'entreprise, un homme en fauteuil roulant, une petite fille et une femme avec une blouse de kinésithérapeute. Tous avaient de petites ailes de papillon dans le dos. « Famille », murmura Sophie, sa voix douce brisant des semaines de silence. Hélène observa la scène avec des yeux embués, sa résistance initiale se dissolvant face à la pure émotion du moment. Richard comprit que quelque chose changeait, pas seulement chez Sophie, mais chez tous les présents. « Peut-être, » dit-il doucement, « que la vraie valeur ne peut pas être mesurée dans des tableaux et des graphiques. » Ce soir-là, après le départ de tous, Richard resta dans son bureau observant les cartes éparpillées sur sa table. Le système qui avait commencé comme un moyen d'aider Sophie était en train de se transformer en quelque chose de bien plus grand. Dans son esprit, des idées pour l'expansion et l'adaptation du projet commençaient à prendre forme. Sur le mur, la mosaïque de dessins de Sophie semblait prendre vie sous la lumière du crépuscule. Et là, parmi tant de papillons bleus, une nouvelle histoire s'écrivait, non pas avec des mots, mais avec le langage universel du cœur. Le Centre d'inclusion et de technologie d'assistance commençait à gagner en reconnaissance. Un jour particulièrement chargé apporta une surprise inattendue. Lucas, un garçon de 12 ans avec un handicap moteur, découvrit une façon innovante d'utiliser le système de communication créé par Richard et Sophie. Utilisant une tablette adaptée, Lucas commença à transformer les symboles des cartes en notes musicales. Chaque papillon, chaque symbole, recevait une mélodie propre. Ce qui avait commencé comme un jeu se transforma rapidement en un projet révolutionnaire. « Regarde ça !» s'exclama Lucas avec enthousiasme, montrant sa découverte à Richard. Sur l'écran de la tablette, les papillons bleus dansaient au
sont d'une mélodie douce qu'il avait créée. Chaque couleur a un son différent, chaque mouvement une note différente. Richard observait émerveillé, tandis que le garçon expliquait son système. Sophie, qui dessinait à proximité, leva les yeux avec intérêt. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'approcha spontanément d'un autre enfant. « Les papillons chantent ?» demanda-t-elle, sa voix encore timide, mais curieuse. Lucas sourit, ajustant sa tablette. « Tu veux entendre ?» Ensemble, les deux commencèrent à créer une symphonie unique. Sophie dessinait, Lucas transformait les dessins en musique. Le son attira d'autres patients et thérapeutes qui interrompirent leurs activités pour observer cette extraordinaire collaboration. Béatrice, qui dirigeait une séance de kinésithérapie à proximité, ne pouvait contenir ses larmes d'émotion. Sa fille, qui communiquait depuis des semaines uniquement par des dessins, était en train d'interagir, de converser, de créer. « C'est incroyable », commenta l'une des ergothérapeutes, s'approchant de Richard. « Nous pourrions adapter ce système pour d'autres patients. La musicothérapie, combinée aux symboles visuels, pourrait ouvrir un monde de possibilités. » Richard prenait déjà des notes sur sa tablette. Son esprit d'entrepreneur, maintenant dirigé vers le bien social, commençait à voir les ramifications de cette découverte accidentelle. Le système de communication qui avait commencé comme un moyen d'aider Sophie pourrait s'étendre dans des directions qu'il n'avait jamais imaginées. Dans la salle de technologie d'assistance, une équipe commença immédiatement à travailler sur le développement d'une application qui pourrait rendre la découverte de Lucas accessible à plus de personnes. Le garçon fut invité à être le premier consultant du projet, ses yeux brillants de fierté en voyant ses idées prises au sérieux. « Tu sais, » dit-il à Richard lors d'une des sessions de développement, « avant je pensais que être différent était mal, mais maintenant je vois que c'est justement notre différence qui nous permet de créer de nouvelles choses. » Sophie, qui avait commencé à fréquenter régulièrement les sessions de développement de l'application, compléta la pensée avec un nouveau dessin, un papillon bleu portant une note musicale sur ses ailes. Le projet attira rapidement l'attention de la communauté scientifique. Une revue renommée de technologie d'assistance publia un article sur l'initiative, soulignant comment la combinaison d'art, de musique et de technologie créait de nouvelles possibilités de communication et d'expression. Hélène, qui avait initialement douté du potentiel du centre, apparut un après-midi pour voir personnellement les développements. Elle trouva l'endroit animé, plein de vie et de créativité. Dans l'une des salles, Lucas dirigeait un atelier pour d'autres jeunes, leur enseignant à utiliser le système musical qu'il avait créé. « Je dois admettre, » dit-elle à Richard, observant l'activité, « c'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. » Richard sourit, observant Sophie et Lucas travaillant ensemble sur un nouveau projet. « Parfois, » répondit-il, « nous devons mettre nos préjugés de côté pour voir le véritable potentiel qui existe en chaque personne. » À la fin de cet après-midi, alors que le soleil se couchait, un groupe spontané se forma dans le jardin thérapeutique. Lucas jouait sa composition la plus récente via l'application, tandis que Sophie dessinait des papillons qui semblaient danser au son de la musique. Charles, prenant soin de ses plantes, souriait en voyant comment son jardin s'était transformé en un espace de guérison et de création. Un papillon bleu, réel et vivant, se posa sur la tablette de Lucas, comme s'il voulait participer à cette symphonie de transformation. Le garçon regarda Sophie, qui sourit en compréhension mutuelle. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre qu'il faisait partie de quelque chose d'extraordinaire. La notoriété croissante du centre apporta avec elle des défis inattendus. Un matin, apparemment ordinaire, Richard recevait un nouveau groupe de visiteurs intéressés par le projet lorsqu'une femme élégante d'environ 40 ans attira son attention. Elle observait Sophie avec une intensité troublante. « Je peux vous aider ?» demanda Richard, s'approchant dans son fauteuil roulant. La femme se retourna, révélant des yeux identiques à ceux de Sophie. « Je m'appelle Marine Saunier », se présenta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je suis la mère biologique de Sophie. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Richard sentit son cœur s'accélérer, les souvenirs des derniers mois défilant rapidement dans son esprit. Les dessins, les découvertes, les moments de connexion profonde avec la fillette qui était devenue si spéciale dans sa vie. « Béatrice est en séance avec un patient », parvint-il à dire, gardant son calme. « Peut-être pouvons-nous discuter dans mon bureau. »
Marine acquiesça le suivant. En chemin, ils passèrent par le jardin thérapeutique où Sophie et Lucas travaillaient sur une nouvelle composition musicale. La fillette leva brièvement les yeux, son regard croisant celui de sa mère biologique, sans reconnaissance. Dans le bureau, Marine s'assit, ses mains inquiètes sur ses genoux. « Je l'ai laissée à Béatrice quand elle n'avait que 2 ans, commença-t-elle. À l'époque, je n'avais ni les conditions émotionnelles ni financières pour m'occuper d'un enfant à besoins particuliers. Béatrice, qui était ma voisine, et kinésithérapeute, a offert une aide temporaire, mais cela s'est transformé en quelque chose de permanent. » Richard écoutait attentivement, son cœur partagé entre la compassion pour l'histoire de cette femme et l'instinct protecteur qu'il avait développé envers Sophie. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce qui vous ramène ?» Marine respira profondément. « J'ai vu le reportage sur le centre à la télévision. Sophie, elle est si grande, si talentueuse. Je veux faire partie de sa vie. » Avant que Richard ne puisse répondre, un léger son les interrompit. Sophie se tenait à la porte, tenant l'une de ses cartes de communication. Dessus, un papillon bleu planait au-dessus d'un cocon vide. La fillette entra silencieusement dans le bureau, ses yeux fixés sur Marine. Avec des mouvements délibérés, elle commença à disposer plus de cartes sur la table. Un papillon aidant un autre à voler, 2 papillons suivant des chemins différents, un papillon retournant au jardin. Marine observait, des larmes coulant sur son visage. Elle a toujours été comme ça, si spéciale. Sophie a sa propre façon de voir et de comprendre le monde, répondit Richard avec gentillesse. Elle nous apprend tous les jours sur l'acceptation, la transformation et l'amour inconditionnel. La fillette prit son bloc à dessin et commença à créer quelque chose de nouveau. Ses traits étaient précis, déterminés. Quand elle eut terminé, elle tendit le dessin à Marine. Il montrait 3 papillons, un grand et 2 petits, tous connectés par de délicats fils de lumière. « Famille », dit doucement Sophie, « peut avoir beaucoup de formes. » Marine couvrit sa bouche de ses mains, émue. À ce moment, Béatrice apparut à la porte, paralysée en voyant la scène. « Marine », murmura-t-elle, reconnaissant immédiatement son ancienne voisine. Le silence qui suivit fut interrompu par Lucas, qui entra en courant dans le bureau avec sa tablette. « Sophie, viens voir, l'application fonctionne avec les nouveaux symboles. » La fillette regarda les adultes, hésitante. Richard hocha la tête d'un air encourageant et elle sortit avec Lucas, laissant derrière elle une ambiance chargée d'émotions et de possibilités. « Nous devons parler, » dit finalement Béatrice, sa voix ferme mais douce. « Tous ensemble. » Richard observa les 2 femmes, pensant à la façon mystérieuse dont le destin tissait ses toiles. Un papillon bleu se posa sur le rebord de la fenêtre, ses ailes brillant sous le soleil du matin, comme s'il observait ce moment de transformation. La réapparition de Marine provoqua des vagues d'inquiétude au centre. Béatrice, bien qu'extérieurement calme, passait des nuits blanches, préoccupée par l'impact que ce changement pourrait avoir sur Sophie. Richard, quant à lui, commença à se renseigner discrètement sur les droits de garde et d'adoption. La situation se compliqua davantage lorsque Hélène apparut avec des nouvelles préoccupantes. « Nous devons parler, » dit-elle, entrant dans le bureau de Richard avec une expression grave. « Des rumeurs circulent. Des gens remettent en question la légitimité du centre. »« Quel genre de rumeurs ?» demanda Richard, sentant déjà une pointe d'inquiétude. Hélène tendit une tablette avec plusieurs titres de blogs et de sites. « Centre d'inclusion sous suspicion. Pratiques irrégulières dans un projet social. Ex-PDG de Mercier Technologies. Philanthropie ou fraude. » « C'est absurde !» s'exclama Richard parcourant les articles avec une indignation croissante. « Toutes nos pratiques sont transparentes, documentées. » « Oui, mais quelqu'un manipule les informations, déforme les données, » expliqua Hélène s'asseyant lourdement. « Et il y a plus. Certaines personnes suggèrent que tu n'es pas mentalement apte à gérer le projet depuis l'accident. » Le silence qui suivit fut interrompu par un léger son. Sophie était à la porte. Comme toujours, elle apparaissait aux moments les plus importants. Elle portait un nouvel ensemble de cartes et ses yeux révélaient qu'elle avait entendu une partie de la conversation. Elle s'approcha de la table et commença à disposer ses cartes. Un papillon affrontant une tempête, plusieurs papillons formant un bouclier protecteur,
un petit papillon émergeant plus fort d'un cocon. « Sophie a raison », dit Richard, un sourire se formant sur ses lèvres. « Nous ne nous laisserons pas abattre par cela. » Car à ce moment, Lucas entra en courant dans le bureau, sa tablette à la main. « Vous devez voir ça, l'application de musique. Elle est devenue virale. » Sur l'écran, des dizaines de vidéos montrèrent des personnes du monde entier utilisant le système de communication musicale créé au centre. Des enfants avec différents besoins spéciaux, des personnes âgées en rééducation, tous se connectant à travers le langage universel de la musique et des symboles. « Et il y a plus », continua Lucas, enthousiaste. « Une fille sourde en Inde a adapté le système pour créer une méthode de communication tactile. Elle utilise les vibrations des notes pour communiquer avec d'autres personnes. » Hélène observait tout avec un mélange de surprise et d'admiration. « C'est extraordinaire, » admit-elle. « C'est ça !» s'exclama Richard. « C'est ainsi que nous allons répondre aux accusations, pas avec des mots, mais avec des résultats réels. » Dans les jours qui suivirent, le centre se mobilisa. Patients, familles et bénévoles commencèrent à partager spontanément leurs histoires sur les réseaux sociaux. Lucas organisa un concert en ligne avec d'autres jeunes qui utilisaient l'application musicale, créant une symphonie mondiale d'inclusion. Sophie, inspirée par le mouvement, commença à créer une série de nouveaux dessins. Chacun racontait l'histoire de transformation de quelqu'un du centre. Charles, le jardinier, eut droit à une page spéciale. Son papillon bleu portait des outils de jardinage, transformant des espaces vides en lieux de guérison. Marine, qui suivait tout à distance, envoya une lettre émouvante au centre. Elle y expliquait que, après avoir vu l'épanouissement de Sophie, elle comprenait que la véritable maternité résidait dans les actions quotidiennes d'amour et de soins que Béatrice avait toujours prodiguées. « Peut-être, » écrivit-elle, « que mon rôle dans la vie de Sophie est d'être un papillon de plus dans son jardin de transformation, et non la gardienne de son vol. » La lettre apporta la paix au cœur de Béatrice, qui put enfin dormir une nuit entière. Père Richard, observant comment tout évoluait, commença à réaliser que les adversités renforçaient en réalité encore plus la communauté du centre. Un après-midi particulièrement significatif, alors que le soleil se couchait sur le jardin thérapeutique, un groupe spontané se forma. Lucas jouait une nouvelle composition inspirée par les récents événements. Sophie dessinait, ses traits plus assurés que jamais. Charles prenait soin de ses plantes, désormais partie intégrante du processus thérapeutique de nombreux patients. Un papillon bleu plus grand que la normale se posa au centre du jardin. Tous s'arrêtèrent pour observer, captivés par la magie du moment. Sophie leva son nouveau dessin. Il montrait le centre comme un grand jardin où des papillons de toutes couleurs et tailles volaient librement, chacun à son propre rythme, tous connectés par des fils invisibles de compréhension et d'acceptation. La vague de soutien au centre grandit de façon organique et puissante. Les histoires partagées sur les réseaux sociaux atteignirent les grands médias, et bientôt une chaîne de télévision proposa de faire un documentaire sur le projet. Richard, initialement hésitant, accepta après avoir consulté l'équipe et les familles impliquées. « Mais à une condition, dit-il à la productrice, une femme au regard perspicace nommée Claire Martin. L'histoire doit être racontée de leur point de vue. Ce sont eux, les véritables protagonistes. » Claire passa des semaines au centre, documentant non seulement les succès, mais aussi les défis quotidiens. Elle captura des moments de frustration transformés en conquêtes, des larmes qui se convertissaient en sourires, de petits progrès qui signifiaient des mondes entiers pour ceux qui les atteignaient. Sophie, étonnamment, développa une connexion spéciale avec Claire. La documentariste avait une façon douce de s'approcher, respectant l'espace et le temps de la fillette. Un jour, alors qu'elle filmait dans le jardin thérapeutique, Sophie la surprit avec une question. « Tu vois aussi les histoires que personne d'autre ne voit ?» Claire baissa sa caméra, intriguée. « Comment ça, ma chérie ?» Sophie prit son bloc à dessin et commença à expliquer à travers ses illustrations. Elle montra comment chaque personne au centre portait une histoire invisible, représentée par différents types de papillons. Certains avaient des ailes abîmées, d'autres commençaient tout juste à sortir du cocon, mais tous avaient leur propre éclat spécial. « C'est exactement ce que j'essaie de montrer, » répondit Claire, émue. « Les histoires qui existent au-delà
de ce que les yeux peuvent voir. Le documentaire commença à prendre forme. Lucas créa la bande sonore en utilisant son application musicale, incorporant les sons du jardin et les voix du centre. Charles apparaissait prenant soin de ses plantes, expliquant comment chaque espèce avait son propre temps de floraison, tout comme les personnes. Béatrice, dans son témoignage, parla de la façon dont le centre était devenu plus qu'un lieu de travail, c'était un espace de transformation collective. Ici, dit-elle, il n'y a pas de limite, seulement différentes façons de voler. Un jour, pendant le tournage, Hélène apparut avec une surprise. Plusieurs entrepreneurs, touchés par les histoires qui commençaient à circuler, avaient offert leur soutien pour développer le projet. Ils veulent créer des centres similaires dans d'autres villes, annonça-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Richard écouta la proposition avec attention, mais son regard était fixé sur Sophie, qui dessinait concentrée dans son coin, cas habituel. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à la fillette. « Devrions-nous aider d'autres papillons à trouver leur jardin ?» Sophie leva son dessin en réponse. Il montrait plusieurs jardins reliés entre eux, chacun avec ses propres papillons, mais tous connectés par un ciel commun. « Les papillons ont besoin de nombreux jardins, » dit-elle doucement, « parce qu'il y a de nombreuses façons de voler. » Claire captura ce moment avec sa caméra, comprenant qu'elle était témoin de quelque chose de précieux. La transformation ne concernait pas seulement les patients ou le centre. Elle touchait tous ceux qui se laissaient émouvoir par cette expérience. À la fin de cet après-midi, tandis que le soleil teintait le ciel de tons dorés, une scène spéciale se déroula dans le jardin. Aleka jouait une nouvelle mélodie, douce et enveloppante. Sophie dansait avec ses papillons en papier, chaque mouvement racontant une histoire. Charles arrosait ses plantes, dont les fleurs semblaient bouger au rythme de la musique. Béatrice observait tout avec des yeux embués, ressentant une profonde gratitude d'être partie prenante de cette histoire. Richard, à ses côtés, comprenait de plus en plus que sa plus grande réalisation ne résidait pas dans les prix d'entreprise ou les chiffres de son compte bancaire, mais dans les sourires et les petites victoires dont il était témoin chaque jour. Claire, filmant discrètement, saisit le moment exact où un véritable papillon bleu se posa sur l'épaule de Sophie. La fillette ne bougea pas, sourit simplement, comme si elle partageait un secret avec sa visiteuse ailée. En arrière-plan, la musique de Lucas semblait bercer cette rencontre magique entre deux mondes. « Parfois, » murmura Sophie pour la caméra, « nous devons perdre nos anciennes ailes pour découvrir que nous pouvons voler d'une manière différente. » Alors que le centre s'épanouissait mondialement, un défi personnel se profila à l'horizon. Marine, la mère biologique de Sophie, envoya une lettre formelle demandant des droits de visite. La nouvelle tomba comme une bombe dans l'environnement harmonieux qu'ils avaient construit. « A-t-elle ce droit ?» demanda Béatrice, sa voix tremblante, alors qu'elle consultait Richard dans son bureau. Après toutes ces années, Richard, qui avait déjà fait des recherches approfondies sur le sujet, garda son calme. « Légalement, c'est une situation complexe, mais je pense que nous devrions d'abord considérer ce qui est le mieux pour Sophie. » Comme invoquée par la mention de son nom, Sophie apparut à la porte du bureau. Ses yeux toujours perspicaces captèrent la tension dans l'air. Sans dire un mot, elle commença à dessiner. Le dessin qui émergea sous ses doigts habiles montrait 3 papillons. Un grand et bleu représentant clairement Béatrice, un plus petit également bleu qui serait elle-même, et un troisième dans une teinte plus claire, volant à une certaine distance. « Famille », dit doucement Sophie, « peut avoir de nombreuses formes. » Richard et Béatrice échangèrent des regards émus. La sagesse contenue dans ces simples mots était profonde. « Que veux-tu, mon amour ?» demanda gentiment Béatrice. Sophie prit une autre feuille et commença à dessiner à nouveau. Cette fois, elle montra un grand jardin où tous les papillons avaient de l'espace pour voler, chacun à son propre rythme et dans sa propre direction. « Tous peuvent avoir une place dans le jardin, » expliqua-t-elle, « tant qu'ils respectent le vol des autres. » La solution commença à prendre forme naturellement. Marine fut invitée à découvrir le travail du centre, non pas seulement comme mère biologique de Sophie, mais comme quelqu'un qui pourrait contribuer avec sa propre histoire de transformation. Lors de sa première visite, Marine fut impressionnée par l'environnement accueillant et surtout par le développement extraordinaire de Sophie. La fillette, qu'elle avait laissée encore bébé par peur de ne pas savoir gérer ses particularités, était maintenant
une source d'inspiration pour des personnes du monde entier. Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici, dit Marine à Béatrice, ses paroles chargées de reconnaissance et de respect. Sophie a exactement ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Lucas, qui observait l'interaction de loin, commença à jouer une mélodie douce sur son application. Les notes semblaient donner voix aux sentiments qui circulaient dans l'atmosphère. Charles, travaillant dans son jardin, sourit en voyant combien les papillons bleus semblaient plus nombreux ce jour-là, comme s'ils célébraient ce moment de réconciliation et de compréhension. « Vous savez » commenta-t-il à Richard qui observait tout depuis son fauteuil roulant. « Parfois les plantes les plus fortes poussent justement dans les endroits où il y a eu des tempêtes. » À la fin de cet après-midi, tous se réunirent dans le jardin pour un moment spécial. Sophie avait préparé une présentation combinant ses dessins avec la musique de Lucas. Les images racontèrent l'histoire d'un petit papillon qui découvrit qu'il pouvait avoir plus d'un jardin à appeler son foyer. Marine, assistant à la présentation, comprit finalement que son rôle dans la vie de Sophie n'avait pas besoin d'être celui de protagoniste, mais pouvait être significatif à sa manière. Parfois, dit-elle à Béatrice, le plus grand acte d'amour est de savoir faire un pas de côté et d'applaudir de loin. Béatrice, dans un geste de profonde générosité, tendit la main à Marine. Tu seras toujours une partie de son histoire, et maintenant tu peux faire partie de cette histoire d'une nouvelle façon. Un papillon bleu, plus grand que la normale, se posa entre les deux, femme, ses ailes brillant sous la lumière du crépuscule. Sophie, qui dessinait à proximité, captura le moment sur son papier. 2 papillons adultes guidant un plus petit, tous connectés par des fils invisibles de compréhension et d'amour. Le succès du centre amena Richard à prendre une décision importante. Après beaucoup de réflexions et de conversations avec Béatrice, il décida de franchir une étape significative, demander l'adoption légale de Sophie. Cette décision ne fut pas prise à la légère. C'était le résultat naturel de mois de vie commune et d'un lien qui se renforçait chaque jour. « Tu es sûre ?» demanda Béatrice, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. « C'est une énorme responsabilité. » Richard sourit, regardant par la fenêtre du bureau où Sophie jouait dans le jardin avec d'autres enfants. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie, » répondit-il. « Elle est déjà ma fille dans tous les sens qui importent. Maintenant, je veux rendre cela officiel. » La nouvelle fut accueillie avec joie par l'équipe du centre. Lucas composa une musique spéciale pour l'occasion, utilisant les sons du jardin et les mélodies que Sophie préférait. Charles prépara un parterre spécial avec les fleurs préférées de la fillette. Le jour de l'audience avec le juge, Sophie surprit tout le monde. Lorsqu'on lui demanda si elle souhaitait être adoptée par Richard, elle n'hésita pas. « J'ai toujours voulu un père qui sache voir des papillons là où les autres ne voient que des problèmes, » dit-elle, sa voix claire et confiante. Le juge, touché par la réponse, sourit. « Et comment sais-tu qu'il est ce père ?» demanda-t-il gentiment. Sophie prit son dossier de dessin et montra une séquence d'illustrations. Richard, dans son fauteuil roulant dans le jardin, enseignant à d'autres personnes à utiliser le système de communication, souriant pendant qu'elle faisait de la musique avec Lucas, écoutant patiemment ses histoires sur les papillons. « Parce qu'il n'essaie pas de réparer mes ailes différentes, » expliqua-t-elle. « Il m'aide à voler à ma façon. » L'adoption fut officialisée ce même jour. La célébration au centre fut spontanée et émouvante. Patients, personnel et famille se réunirent dans le jardin où Lucas et son groupe de musicothérapie présentèrent une composition spéciale. Marine, qui avait été invitée à la célébration, observait tout avec un sourire serein. Elle avait trouvé sa place dans cette histoire, non pas comme protagoniste, mais comme partie importante du passé qui avait conduit à ce moment heureux. Pendant la fête, Sophie appela tout le monde pour une surprise. Avec l'aide de Lucas, elle avait préparé une présentation spéciale. Sur l'écran installé dans le jardin, des images de papillons bleus dansaient au son d'une musique douce, tandis que sa voix narrait une histoire. Il était une fois un petit papillon qui était né avec des ailes différentes. Il ne savait pas voler comme les autres, mais il découvrit qu'il pouvait danser à sa manière. Un jour, il trouva un jardin spécial où tous les papillons étaient différents. Là, il apprit qu'il n'avait pas besoin de changer ses ailes, il avait seulement besoin de trouver sa propre musique pour danser.
Alors que la présentation continuait, de véritables papillons bleus commencèrent à apparaître dans le jardin, comme attirés par l'énergie du moment. Charles, qui connaissait chaque centimètre du jardin, n'en avait jamais vu autant en même temps. « C'est un signe », murmura-t-il à Hélène, qui assistait à tout cela émue. L'univers a sa propre façon de célébrer les moments importants. Richard, observant sa fille maintenant officiellement brillante dans son moment spécial, ressentit une profonde gratitude. L'accident qui semblait avoir détruit sa vie avait, en réalité, ouvert la porte à une existence beaucoup plus significative. Béatrice s'approcha, posant sa main sur son épaule. « Vous êtes la preuve vivante que la famille n'est pas quelque chose qu'on trouve seulement dans le sang, » dit-elle doucement. « Nous sommes la preuve que les plus grandes transformations se produisent quand nous cessons d'essayer de voler comme les autres s'y attendent, » répondit Richard, les yeux embués d'émotion. Sophie courut vers eux, ses yeux brillants de joie. « Regarde !» s'exclama-t-elle, pointant vers le ciel. Une formation de papillons bleus semblait danser dans l'air, créant des motifs qui ressemblaient à des notes musicales. « Il chante notre musique », dit Sophie, serrant son père adoptif dans ses bras. À ce moment, Richard comprit que sa plus grande réussite n'était pas le centre, ni son succès international. C'était d'avoir appris, grâce à Sophie, que parfois nous devons perdre nos anciennes ailes pour découvrir que nous pouvons voler de façon bien plus extraordinaire. Avec la famille officiellement établie, le centre entra dans une nouvelle phase de croissance. Le système de communication développé par Sophie et Lucas était mis en œuvre dans des écoles et des centres de réadaptation du monde entier. Chaque adaptation apportait de nouvelles découvertes et possibilités. Un après-midi, alors, que Richard dirigeait une vidéoconférence avec des partenaires internationaux, Hélène fit irruption dans son bureau avec une expression préoccupée. « Nous avons un problème », annonça-t-elle, montrant sa tablette. « Quelqu'un essaie de discréditer le centre. » Sur l'écran, des titres sensationnalistes accusaient le « projet de pratique irrégulière » et remettaient en question la légitimité des innovations développées là. La source des accusations était anonyme, mais le style des reportages suggérait une campagne orchestrée. Certains investisseurs remettent déjà en question leur partenariat, poursuivit Hélène. Nous devons agir rapidement. Richard garda son calme, des années d'expérience en entreprise l'aidant à maintenir la perspective. Convoquez une réunion avec toute l'équipe, demanda-t-il. Nous allons affronter cela avec transparence. La nouvelle se répandit rapidement dans le centre. Lucas fut le premier à réagir, organisant un groupe de jeunes qui utilisaient son application musicale. « Nous pouvons montrer au monde ce qui se passe vraiment ici », proposa-t-il, ses yeux brillants de détermination. Sophie, qui avait beaucoup progressé dans sa capacité d'expression, eut une idée encore plus ambitieuse. Avec l'aide de Claire, la documentariste devenue une amie proche, elle commença à recueillir des histoires de transformation de personnes touchées par le centre. « Chaque papillon a sa propre histoire », expliqua-t-elle, organisant dessins et témoignages. « Laissons-les parler pour nous. » Le mouvement commença petit mais grandit organiquement. Des familles partagèrent leurs expériences sur les réseaux sociaux. Des professionnels de la santé publièrent des études sur les bénéfices des méthodologies développées au centre. Des bénévoles organisèrent des événements pour démontrer l'impact réel du projet dans leur communauté. Charles, dans son jardin thérapeutique, poursuivait son travail silencieux mais profond. « Les plantes ne mentent pas », disait-il, aux visiteurs qui remettaient en question les méthodes du centre. « Elles poussent parce qu'elles trouvent ici l'environnement adéquat pour s'épanouir. Il en va de même pour les personnes. » Béatrice, initialement ébranlée par les accusations, trouva de la force dans la réaction spontanée de la communauté. « Voyez, dit-elle lors d'une réunion, nous ne sommes pas seulement un centre de réadaptation. Nous sommes une famille élargie où chaque personne trouve l'espace pour être qui elle est. » La réponse aux accusations vint de façon inattendue. Sophie, utilisant le système de communication qu'elle avait contribué à créer, produisit un manifeste visuel qui devint viral sur Internet. C'étaient des images simples mais puissantes, des personnes réelles, des histoires réelles, des transformations réelles. « Les papillons n'ont pas besoin de prouver qu'ils peuvent voler », écrivit-elle dans sa conclusion. « Ils volent simplement, chacun à sa manière. » L'impact fut immédiat. Les histoires partagées commencèrent à démentir naturellement les accusations. Plus encore,
Elles transformèrent le centre en un symbole de résistance et d'espoir. Hélène, qui avait craint le pire, observait avec admiration comment la crise se transformait en opportunité. « C'est incroyable », commenta-t-elle auprès de Richard. « Plus ils essaient de nous abattre, plus nous devenons forts. »« C'est parce que nous avons construit quelque chose de réel », répondit Richard, observant par la fenêtre où plusieurs papillons bleus dansaient dans le jardin. Quelque chose qui ne peut pas être détruit par des paroles vides. Lucas, inspiré par les événements, créa une nouvelle fonction dans son application, un espace où les gens pouvaient partager leurs histoires de transformation à travers la musique et les images. Ainsi, expliqua-t-il, personne n'a besoin d'affronter ces défis seul. À la fin de cette semaine turbulente, le centre était plus fort que jamais. La communauté qui s'était formée pour sa défense avait créé des liens encore plus profonds. Les papillons bleus, qui semblaient plus nombreux que d'habitude, dansaient dans le jardin, comme pour célébrer cette transformation supplémentaire. Une matinée tranquille fut interrompue par une alarme stridente. Le système électrique de B600, la vieille maison où fonctionnait le centre, avait subi un court-circuit, provoquant un début d'incendie. L'évacuation fut rapide et organisée, grâce au protocole de sécurité bien établi. Charles fut le dernier à sortir, après s'être assuré que toutes ses plantes étaient en sécurité. Les pompiers arrivèrent rapidement et réussirent à maîtriser les flammes, mais les dégâts étaient déjà faits. Une partie importante de la structure originale était compromise. Sophie, dans les bras de Béatrice et Richard, observait la scène avec des larmes silencieuses. Dans son dossier de dessin, qu'elle n'abandonnait jamais, les papillons bleus semblaient plus sombres que d'habitude. « Nous avons tout perdu », murmura Hélène, regardant les décombres encore fumants. « Non », répondit fermement Richard, sa voix calme contrastant avec le chaos environnant. « Nous avons perdu une structure. Ce que nous avons construit ici, les connexions, les transformations, la communauté, personne ne peut nous l'enlever. » Comme pour répondre à ces paroles, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Des familles qui avaient été aidées par le centre commencèrent à arriver. Des bénévoles apparurent avec des outils et des matériaux. La nouvelle se répandit rapidement sur les réseaux sociaux et bientôt une véritable chaîne de solidarité se forma. Lucas, utilisant son application musicale, commença à coordonner les bénévoles à travers une symphonie improvisée. Chaque groupe de travail avait sa propre mélodie, créant une harmonie unique pendant qu'ils nettoyaient et réorganisèrent l'espace. Sophie, retrouvant son enthousiasme, commença à dessiner des plans pour le nouveau centre. Ces dessins montraient un espace encore plus intégré à la nature, où le jardin de Charles s'étendait sur tout le terrain. « Regarde », expliqua-t-elle, « à un groupe d'architectes bénévoles qui s'était proposé pour aider à la reconstruction, les papillons ont besoin de plus d'espace pour danser. » Charles, bien que attristé par la perte d'une partie de son jardin, trouva de l'espoir dans les pousses qui commençaient déjà à apparaître parmi les décombres. « La nature trouve toujours un chemin », dit-il, montrant à tous une petite plante qui avait survécu. La reconstruction devint un projet communautaire. Chaque personne qui avait été touchée par le travail du centre voulait contribuer d'une manière ou d'une autre. Des artistes offrirent des œuvres pour décorer les nouveaux murs. Des entreprises donnèrent des matériaux et des équipements. Des professionnels de divers domaines offrirent leur temps et leur expertise. Pendant cette période, les activités du centre ne s'arrêtèrent pas. Cours et thérapies avaient lieu dans des espaces improvisés, en plein air quand le temps le permettait. D'une certaine manière, cette adaptation forcée finit par créer de nouvelles possibilités d'intégration et d'apprentissage. Béatrice observa que ses patients semblaient répondre encore mieux à la kinésithérapie lorsqu'elle était pratiquée au milieu de la nature. « C'est comme si l'environnement lui-même participait au processus de guérison », commenta-t-elle. Un mois après l'incident, pendant une pause dans les travaux, tous se réunirent dans le jardin pour une célébration improvisée. Lucas avait composé une musique spéciale pour l'occasion, combinant les sons de la construction avec les mélodies de la nature. Sophie, qui avait été particulièrement pensive ces derniers jours, présenta son plus récent dessin. Il montrait l'ancien centre se transformant en un énorme papillon bleu, duquel naissaient plusieurs petits papillons. « Parfois, expliqua-t-elle, à l'assistance émue, nous devons perdre nos anciennes ailes pour découvrir que nous pouvons voler encore plus haut. » Richard, observant sa fille avec fierté,
comprit que l'incident, bien que douloureux, avait été une transformation nécessaire de plus dans leur voyage collectif. Le nouveau centre qui émergeait des décombres serait encore plus spécial, car il porterait dans ses murs les histoires et l'amour de toute une communauté. Cette nuit-là, alors que les derniers bénévoles partaient, une scène magique se déroula dans le jardin partiellement reconstruit. Des dizaines de papillons bleus apparurent, se posant doucement sur les nouveaux parterres et structures. C'était comme si la nature donnait sa propre bénédiction à la renaissance du lieu. Le nouveau centre, baptisé affectueusement « Refuge des papillons », émergeait plus beau et fonctionnel qu'avant. La reconstruction apporta des innovations que personne n'avait imaginées initialement. Le jardin de Charles s'intégrait maintenant naturellement aux espaces de thérapie, créant un environnement où la frontière entre traitement et nature devenait de plus en plus ténue. Un matin particulièrement significatif, Charles fit face à une rechute émotionnelle. Le poids des souvenirs de l'accident qu'il avait causé avec Richard des années auparavant, ajouté au stress de la reconstruction, le frappa de plein fouet. Richard trouva le jardinier assis seul sur l'un des bancs du jardin, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait une jeune pousse. Sans rien dire, il manœuvra son fauteuil roulant pour se placer à côté de lui. « Parfois, » commença Charles, sa voix étranglée, « je regarde tout ceci. Et je n'arrive pas à croire que j'ai mérité une seconde chance. » Richard sourit doucement. « Tu sais ce que j'ai appris avec les papillons de Sophie, que ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'accepter la transformation quand elle arrive. » À ce moment, Sophie apparut silencieusement, portant l'un de ses dessins. Il montrait 2 papillons entrelacés, l'un fait de fleurs et l'autre de roues de fauteuil roulant. « Les papillons les plus forts, dit-elle doucement, sont ceux qui ont appris à voler après s'être cassé les ailes. » La sagesse simple de ces mots toucha profondément les 2 hommes. Charles essuya ses yeux et, avec un nouvel éclat dans le regard, commença à montrer à Sophie comment planter la pousse qu'il tenait. L'impact du centre continuait à se répandre. Une documentariste internationale, inspirée par le travail développé là, commença à collecter des histoires similaires à travers le monde. Dans différents pays, des personnes rapportèrent des rencontres mystérieuses avec des papillons bleus lors de moments de transformation personnelle. « C'est comme si les papillons étaient des messagers », commenta la documentariste lors d'une interview avec Richard. « Ils apparaissent quand quelqu'un est sur le point de découvrir sa véritable force. » Lucas, devenu un jeune musicothérapeute reconnu internationalement, développait maintenant un projet pour créer des jardins musicaux dans des hôpitaux pédiatriques. Chaque jardin, expliquait-il, aura sa propre symphonie de guérison. Béatrice, observant toutes ces ramifications du travail qu'ils avaient initié, ressentait une profonde gratitude. « Quand nous avons commencé, dit-elle lors d'une réunion d'équipe, nous pensions créer un centre de réadaptation. En réalité, nous plantions des graines de transformation. » Le refuge des papillons devint un lieu de pèlerinage pour les personnes en quête d'espoir et de renouveau. Chaque visiteur était accueilli avec la même question douce de Sophie. « Quel type de papillon veux-tu être ?» Les réponses variaient, mais toutes portaient le même désir profond de transformation. Et curieusement, beaucoup rapportaient qu'après leur visite, ils commençaient à remarquer des papillons bleus lors de moments significatifs de leur vie. Hélène, qui restait une présence constante dans le projet, bien que désormais plus comme amie que comme dirigeante, commenta un jour « Peut-être que les papillons ont toujours été là. Nous avions juste besoin d'apprendre à les voir. » Pendant un après-midi tranquille, alors que Sophie et Lucas répétaient une nouvelle composition dans le jardin, Richard observait le mouvement des papillons parmi les fleurs. Charles prenait soin de ses plantes avec une dévotion sereine et Béatrice guidait un groupe de nouveaux kinésithérapeutes. Un papillon bleu plus grand que les autres se posa sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. Sophie, qui avait interrompu sa musique pour observer, sourit avec connaissance. « Il dit que l'histoire n'est pas encore terminée », commenta la fillette. « Il y a encore beaucoup de transformations à venir. » Richard acquiesça, comprenant que chaque fin n'était que le début d'un nouveau cycle de transformation. Les papillons bleus continueraient leur travail silencieux, guidant ceux qui seraient prêts à découvrir leurs propres ailes. 5 ans s'étaient écoulés depuis la fondation du premier centre. Ce qui avait commencé comme un projet local s'étendait maintenant sur différents continents. Des centres similaires fleurissaient dans divers pays, chacun adaptant le concept original à ses propres cultures et besoins. Un matin spécial,
Richard observait les préparatifs pour la célébration de l'anniversaire de fondation de la famille, le jour où son adoption de Sophie avait été officialisée. Le jardin était particulièrement beau, Charles ayant consacré des semaines à s'assurer que chaque fleur soit dans son moment parfait de floraison. Sophie, maintenant une préadolescente articulée et sensible, était devenue une sorte de chroniqueuse non officielle du centre. Ses journaux, remplis de dessins et d'histoires, documentaient non seulement son parcours personnel, mais aussi les transformations de tous ceux qui passèrent par là. « Papa », appela-t-elle, entrant dans le bureau de Richard avec un nouveau cahier. En main, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les anciennes archives. C'était une photo du jour de l'accident, prise par un photographe amateur qui passait dans la rue. On y voyait clairement un papillon bleu volant au-dessus de la scène, ses ailes brillant sous la lumière nocturne. « Les papillons nous ont toujours guidés », commenta doucement Sophie, « même quand nous ne le savions pas. » Lucas, devenu directeur du département de musicothérapie, entra avec animation dans le bureau. « Vous devez voir ça », s'exclama-t-il, montrant sa tablette. Sur l'écran, des vidéos de différentes parties du monde montraient des personnes utilisant des variations du système de communication qu'ils avaient développé. « C'est incroyable !» continua-t-il. « Chaque endroit ajoute quelque chose de nouveau, mais l'essence reste la même. La musique, les couleurs, les papillons. » Béatrice apparut à la porte portant une surprise. Le premier dessin que Sophie avait fait pour Richard, alors qu'il était encore à l'hôpital. Le papier était un peu jauni, mais les papillons bleus restaient aussi vifs que le premier jour. « J'ai trouvé ça en organisant les archives pour la célébration », expliqua-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. Hélène, qui arrivait pour les préparatifs de la fête, s'arrêta pour observer le dessin. « Qui aurait cru, commenta-t-elle, qu'un dessin d'enfant se transformerait en un mouvement mondial de transformation. » La célébration réunit des personnes de différentes parties du monde. Des histoires étaient partagées en diverses langues, mais toutes portèrent le même thème: transformation, renouveau, espoir. Charles avait préparé de petits pots avec des plants pour chaque invité, symbolisant la continuité de la croissance. Pendant la fête, Sophie monta sur la petite scène installée dans le jardin. À ses côtés, Lucas se préparait avec ses instruments de musique. Ensemble, ils avaient préparé une présentation spéciale. « Quand j'étais plus petite, » commença Sophie, sa voix claire et confiante, « je pensais qu'être différente était quelque chose de mal. Mais j'ai appris que les papillons les plus beaux sont ceux qui trouvent leur propre façon de voler. » La musique commença, douce, accompagnant ses paroles. Sur les écrans autour du jardin, des images de différents centres à travers le monde alternaient, montrant comment la petite graine plantée ici s'était répandue. « Chaque personne qui passe par nos jardins, poursuivit-elle, emporte avec elle un peu de cette magie. Et parfois, quand ils s'y attendent le moins, un papillon bleu apparaît pour leur rappeler que la transformation ne s'arrête jamais. » Richard, observant sa fille avec fierté, réalisa qu'elle était devenue bien plus qu'une fillette qui dessinait. Des papillons. Elle était une gardienne d'histoire, une tisseuse d'espoir, une chroniqueuse de transformation. À ce moment précis, comme répondant à un appel silencieux, des dizaines de papillons bleus apparurent dans le jardin, dansant parmi les invités. Ce phénomène, enregistré par des caméras et des téléphones portables, deviendrait bientôt une autre des coïncidences magiques associées au centre. Sophie descendit de la scène et s'approcha de Richard, Béatrice et Hélène. Charles les rejoignit, portant une de ses plantes spéciales. Lucas compléta le cercle, la musique résonnant encore doucement en arrière-plan. « Nous sommes tous des papillons », dit simplement Sophie, regardant chacun d'entre eux. Certains encore dans leur cocon, d'autres apprenant à voler, mais tous en transformation. La soirée de célébration se poursuivait dans le jardin du refuge des papillons. Les lumières douces illuminaient les visages souriants, tandis que des histoires étaient partagées et que de nouveaux liens se formaient. Sophie circulait parmi les invités avec son carnet de dessins, recueillant d'autres histoires pour sa collection grandissante de transformations. Marine, qui avait trouvé sa place en tant que bénévole au centre, conversait avec animation avec un groupe de parents sur l'importance d'accepter les différents rythmes de chaque enfant. Son propre parcours de transformation était devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Parfois, disait-elle, nous devons nous perdre pour trouver notre véritable chemin. Charles, dans son coin préféré du jardin,
montrait à un groupe de visiteurs internationaux comment chaque plante avait son rôle dans le processus de guérison. Ses mains, autrefois tremblantes de culpabilité, se déplaçaient maintenant avec confiance parmi les fleurs et les feuilles. Lucas coordonnait un groupe musical improvisé où des patients de différents pays créaient une harmonie unique en utilisant l'application qu'il avait développée. Les mélodies se mêlaient au son naturel du jardin, créant une symphonie de célébration. Béatrice observait tout avec des yeux embués, se rappelant du long chemin parcouru. Hélène, à ses côtés, avait complètement abandonné son ancienne persona d'entreprise, désormais totalement dévouée à l'expansion mondiale du projet. Richard rassembla tout le monde pour un moment spécial. Sophie, à ses côtés, tenait un nouveau dessin recouvert d'un tissu. « Quand j'ai eu l'accident, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, j'ai pensé que ma vie était terminée. Mais en réalité, elle ne faisait que commencer. Chaque personne ici fait partie de cette histoire de renaissance. » Sophie retira le tissu, révélant son dessin le plus ambitieux jusqu'à présent. Une fresque où des centaines de papillons bleus formaient une grande carte du monde. Chaque papillon représentait un centre ou un projet inspiré par le refuge des papillons. « Les papillons ne connaissent pas de frontières, » expliqua-t-elle, tout comme la transformation ne connaît pas de limites. Lucas entama une mélodie douce, et bientôt d'autres voix se joignirent, créant une harmonie spontanée. Charles distribuait de petites pousses de plantes, chacune avec un papillon bleu dessiné par Sophie sur le pot. Marine s'approcha de Béatrice et Sophie, les enveloppant dans une étreinte émue. « Vous m'avez appris que l'amour véritable, c'est savoir laisser voler, » murmura-t-elle. Hélène, qui avait documenté tout le parcours du centre, annonça qu'un nouveau documentaire était en production, cette fois centré sur les histoires de transformation à travers le monde. « Chaque histoire est un papillon, dit-elle, apportant l'espoir à de nouveaux jardins. » Richard leva son verre pour porter un toast. « Au farfalle, dit-il, utilisant le mot italien pour papillon que Sophie aimait tant. « Aux transformations que nous avons déjà vécues, compléta Béatrice. Et à celles qui viendront encore. » Finit Sophie. À ce moment, comme un dernier cadeau magique de la nuit, un seul et grand papillon bleu se posa sur l'épaule de Richard. Tous observèrent dans un silence respectueux, tandis qu'il ouvrait et fermait doucement ses ailes, comme s'il bénissait cet instant. Sophie sourit, comprenant la signification profonde de ce moment. Dans son carnet, elle commença à esquisser sa prochaine histoire, non pas une fin mais un nouveau commencement. Car, comme elle l'avait appris, chaque transformation n'est que le début d'une autre, encore plus extraordinaire.